Rouge à lèvres, pétrole. Vernis à ongles, pétrole. Bouteilles en plastique, pétrole. Chewing-gum, pétrole. Vêtements, pétrole. Stylos, jouets, médicaments, voitures, tout autour de nous est issu du pétrole. En à peine 150 ans, l'or noir a bouleversé la vie des hommes, jusqu'à devenir le cœur de l'économie mondiale. Les États producteurs et les industriels se sont lancés dans une course effrénée pour puiser le précieux liquide partout où il se cache. La production et la consommation augmentent sans cesse à une vitesse folle. Année après année, nous utilisons sans compter ce que la Terre a mis des millions d'années à créer. Mais le pétrole n'est pas une ressource inépuisable et de nombreux spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Bientôt, l'or noir pourrait venir à manquer. Alors, devons-nous vraiment craindre la pénurie? Quel est l'état des réserves mondiales? Les progrès techniques prolongeront-ils l'âge d'or de l'énergie fossile? Ou au contraire, devrons-nous apprendre à vivre sans pétrole? La grande aventure du pétrole démarre en 1859 aux États-Unis. Cette année-là, le tout premier forage de l'histoire est réalisé par le colonel Edwin Drake. Le pétrole jaillit des profondeurs et propulse l'humanité dans une nouvelle ère, celle d'une énergie bon marché et disponible en quantité. À l'aube du XXe siècle, le développement de l'automobile entraîne un accroissement gigantesque de la production. De l'Amérique à l'Asie centrale, c'est la ruée vers celui que l'on appelle désormais l'or noir. Dans les années 1960, le pétrole devient la première énergie au monde. Et aujourd'hui encore, aucun pays de la planète ne pourrait s'en passer. Les gens n'ont absolument pas l'idée que l'industrie pétrolière, c'est le cœur de l'économie mondiale. Chiffre d'affaires 3500 milliards de dollars par an, rien que pour le pétrole, plus 1500 pour le gaz, ça fait 5000 milliards de dollars. L'industrie automobile, c'est 100 milliards de dollars par an, 50 fois moins. Cette industrie est de loin la plus importante industrie au monde, de très très loin. Le principal moteur de cette industrie florissante est sans conteste le secteur des transports. Voitures, avions, bateaux, le pétrole est indispensable à l'ensemble de nos déplacements. Et aujourd'hui, 80% des barils extraits sont transformés en carburant. Essence, gasoil, kérosène, fioul ferroviaire ou maritime. L'un des principaux atouts du pétrole, c'est que c'est une énergie très concentrée. Sous un volume faible, il y a une énergie extrêmement importante. Ce qui est très important pour le secteur des transports. Une voiture, il ne faut pas évidemment que l'espace occupé par le moteur et le poids de ce moteur soit évidemment considérable. Donc là, c'est vraiment dans ce secteur-là des transports que cette caractéristique d'énergie concentrée joue en faveur du pétrole. Dans un baril de pétrole se trouvent en effet 159 litres d'énergie sans égale, l'une des ressources les plus denses découvertes par l'homme. Contrairement au gaz ou au charbon, l'or noir est aussi très facile à transporter. Le pétrole a la chance d'être un liquide. Cela paraît simple quand on le dit comme ça, mais c'est très important parce qu'un liquide est beaucoup plus facile à transporter et à utiliser. Le transport du pétrole sur de longues distances à travers le monde coûte très peu cher par rapport à son coût de production. Grâce à cette source d'énergie unique, le parc automobile mondial a été multiplié par 9 au cours des 50 dernières années. Mais au-delà des transports, c'est l'ensemble de notre société qui dépend aujourd'hui du pétrole.
L'industrie, l'agriculture, le chauffage, la production des matières plastiques et même des cosmétiques, sans même que l'on s'en rende compte, l'or noir est présent partout dans notre vie. Dans le monde entier, nous consommons environ 86 millions de barils chaque jour, soit plus de 13 milliards de litres. Cette huile, presque miraculeuse, est issue des profondeurs de la Terre. Elle s'est formée il y a plusieurs millions d'années à partir de matières organiques putréfiées et ensevelies sous les sédiments. Nous sommes à l'IFPEN, l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle. Ici, plus de 1600 chercheurs de diverses disciplines travaillent sans relâche pour mieux comprendre les processus de formation du pétrole et améliorer l'efficacité de la prospection. Roland Viali est géologue. Sa mission, analyser les échantillons récoltés aux 4 coins du globe pour rechercher des indices de la présence d'or noir. Au cœur des fragments rocheux, il traque les moindres résidus de matière organique. Le pétrole, c'est une roche tout à fait naturelle. C'est exactement comme une recette de cuisine. Il nous faut d'abord une roche qui contient de la matière organique. Donc cette matière organique va se transformer avec la pression et la température en hydrocarbures. Ça, c'est ce qu'on appelle la roche-mère. Ensuite, généralement, ces hydrocarbures qui sont plus légers que l'eau vont avoir tendance à migrer vers une roche qui est poreuse et perméable qu'on appelle le réservoir. Ensuite, comme ces hydrocarbures sont plus légers que l'eau, ils vont avoir tendance à remonter vers la surface. Donc il nous faut aussi ce qu'on appelle une couverture qui va empêcher la migration de ces hydrocarbures jusqu'à la surface, auquel ils seraient perdus. Une roche-mère dans laquelle la matière organique va se décomposer peu à peu. Une roche réservoir, spongieuse, stockant les gouttes d'hydrocarbures générés. Et une roche couverture maintenant l'ensemble dans les profondeurs. Voilà donc les 3 ingrédients géologiques essentiels à la formation du pétrole. Après plusieurs millions d'années, le précieux liquide s'accumule jusqu'à former un gisement. Aujourd'hui, ce sont ces pièges à hydrocarbures que traque l'industrie pétrolière pour les analyser en détail dans l'espoir de les exploiter. La prospection s'apparente bien souvent à une véritable partie de poker. Depuis la surface, rares sont les indices laissant deviner la présence d'un gisement. L'exploration, c'est un grand jeu de hasard, puisqu'on va chercher dans le sous-sol très profond, on ne voit rien. Dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, la compagnie canadienne Vermillon exploite une concession sur 54 km². Ici, dans le sous-sol, se cachent plusieurs milliers de litres de pétrole. 2200 barils sont extraits chaque jour des 25 puits qui recouvrent le gisement. Mais lorsqu'elle a acquis cette concession, en janvier 2012, l'entreprise canadienne a fait le pari qu'il devrait y avoir de plus grandes quantités de pétrole enfouies sous cette terre. Elle s'est alors lancée dans une vaste campagne de prospection. Elle utilise pour cela une méthode à la pointe de la technologie, la sismique. John Simpson est géologue et géophysicien. Il dirige cette campagne. Autour de lui, 85 personnes avec un même objectif, mieux connaître la composition du sous-sol pour cartographier le gisement et identifier les compartiments qui pourraient produire plus. Le sismique, c'est vraiment nos yeux, parce que sous la terre, on ne peut pas y aller, on ne voit pas, on n'a que les forages. Le son se propage très vite sous la terre, par exemple 2000 à 5000 mètres par seconde. Voilà.
Donc si on fait un son, un bruit, si je fais ça sur la Terre, avec les géophones, des fois le son traverse les couches de roche et est reflété sur diverses couches de roche. Et c'est ces géophones-là qui vont capter ces reflets de bruit. Et avec ça, on est capable de reconstituer une image trois-dimensionnelle sous la Terre. Entre les exploitations agricoles, 3 camions émettent de fortes vibrations qui sont captées par les 6000 géophones qui quadrillent toute la concession. Sur les écrans d'ordinateur, c'est une véritable échographie du ventre de la Terre qui apparaît. Les ultrasons révèlent la forme et la nature des roches jusqu'à plus de 2 km de profondeur. Ça détermine le nombre de forages qu'on va faire, où on va mettre les forages pour optimiser la récupération du pétrole. Et là, avec cette campagne sismique, on espère vraiment identifier des zones prometteuses sur le gisement de Vic-Bilh qu'on n'a pas vu auparavant. Mais on voit déjà, avec des données initiales, on voit bien la forme d'un anticlinal très bien marqué ici. Mais la zone qui nous intéresse, c'est ici. Mais surtout, on voit beaucoup plus loin. Et une fois qu'on aura fini à traiter ces données, on va voir nettement mieux ce qui se passe au niveau du réservoir. Donc vous voyez pour la première fois, sous la Terre, ce qui se passe dans cette région-là, sur le champ de Vic-Bilh. Lorsqu'une zone prometteuse est identifiée, un autre type de machine entre alors en action, les foreuses. Elles creusent jusqu'à 2000 mètres de profondeur et rapportent ce que l'on appelle une carotte. En d'autres termes, un échantillon de roche. Son analyse permettra de confirmer ou non la présence de pétrole, et donc de décider de l'avenir de la parcelle de terre. En moyenne, seul un forage sur 10 aboutit finalement à l'extraction d'hydrocarbures. Une moyenne relativement faible au regard du coût colossal de la prospection. Mais c'est le prix à payer pour les entreprises voulant élargir leur terrain d'action. Le pétrole, présent dans le sous-sol français, est une vraie aubaine pour la société Vermillon et les autres entreprises pétrolières présentes dans l'Hexagone. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce que nous consommons en France. Malgré les quelques 800 000 tonnes extraites chaque année de nos gisements, nous devons importer près de 99% de nos besoins. La production pétrolière mondiale est en réalité concentrée dans un petit nombre de régions. En tête, le Moyen-Orient, véritable Eldorado de l'or noir. Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis sont membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. À lui seul, le cartel qui regroupe 12 pays produit 30 millions de barils par jour, soit près de 40% de la consommation mondiale. Mais depuis plusieurs années, la Russie s'est placée en seconde position des pays producteurs avec 10,5 millions de barils par jour. Puis arrivent les États-Unis avec une production de 8,9 millions de barils par jour. Viennent ensuite l'Iran, la Chine, le Canada et le Mexique. Dans le monde entier, tous ces pays se livrent un combat acharné pour le contrôle du pétrole et surtout pour l'argent qu'il permet de dégager. Matière première stratégique par excellence, le pétrole est un sujet absolument clé et un certain nombre de personnes,
d'intérêts économiques, d'acteurs politiques, étatiques ou non étatiques, sont prêts littéralement à tout pour le pétrole. Pour le pétrole en tant que tel, et aussi et surtout pour l'argent que génère l'industrie pétrolière, ce que les économistes appellent la rente pétrolière, qui est tout à fait considérable. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Nous consommons sur Terre plus de 30 milliards de barils par an, c'est-à-dire 15 milliards de litres par jour. Un Américain consomme 8 tonnes équivalent pétrole par an, c'est-à-dire l'énergie contenue dans 8 tonnes de pétrole. Un Européen, pour un niveau de vie comparable, en utilise 2 fois moins et un Indien, 15 fois moins. Mais ces chiffres sont en train de changer. On sait qu'il y a 2 facteurs qui sont très forts dans la demande énergétique. L'augmentation de la population mondiale, on augmente de 1% par an. On vient de passer les 7 milliards d'habitants, je crois, il y a 2 ans. En 2030, on devrait être 8 milliards et demi. Il est bien évident donc qu'au plus on est nombreux, au plus on va dépenser de l'énergie. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, il y a l'augmentation du niveau de vie, notamment de tous les pays émergents qui se développent et qui demandent beaucoup d'énergie. Donc, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que c'est une tendance de fond. La population augmente, le niveau de vie augmente, donc la demande énergétique globale va augmenter. Sur les 10 dernières années, les pays émergents ont très fortement accru leur demande en pétrole. En tête des régions les plus gourmandes, l'Asie et surtout la Chine, avec plus de 90% d'augmentation en 10 ans. Nous sommes en train de vivre le basculement d'un monde. Les populations émergentes, qui hier n'avaient pas de voiture personnelle, en auront demain. La demande d'énergie pour les transports routiers et aériens va continuer à croître de manière exponentielle. Le potentiel de croissance de la demande pétrolière dans le secteur des transports, dans les pays émergents, est en tant que tel suffisant pour assurer la croissance du marché régulière au cours des prochaines décennies, à un rythme que l'on peut évaluer à environ 1 million de barils jour de croissance chaque année. Alors, pour satisfaire cette demande qui augmente chaque année, jusqu'où faudra-t-il aller? Combien de barils de pétrole faudra-t-il produire? Va-t-on puiser la ressource jusqu'à sa dernière goutte? Nous sommes en région parisienne. De discrets derricks surgissent au milieu des champs de maïs. L'entreprise Vermillon exploite un gisement dont elle extrait 2600 barils chaque jour. Ici, l'exploitation pétrolière a commencé dans les années 1980. Et comme partout dans le monde, petit à petit, les gisements déclinent. Un puits, c'est presque un être vivant, voyez. Il fluctue hein. Dans la vie d'un puits, il peut un jour produire beaucoup plus et puis au fil des temps, il peut produire moins. Et là, ces 4 puits à eux seuls font presque 200 mètres cubes, un petit peu plus de 200 mètres cubes jour de pétrole brut. Et si on compare par exemple ces puits qui sont tout neufs, qui font à peu près donc 50 mètres cubes jour chacun, à d'autres puits qui sont un peu plus loin derrière là, eux, qui ont été forés dans les années 2000, donc qui ont presque une quinzaine d'années, on va dire, eh bien eux, ils font plus que 2-3 mètres cubes. Et pour continuer à produire plus, les ingénieurs doivent injecter de grandes quantités d'eau et de produits chimiques dans les profondeurs. L'objectif, augmenter la pression à l'intérieur de la roche réservoir pour faire remonter les dernières gouttes d'hydrocarbures. Mais à l'échelle de la planète, le constat est sans appel. Les puits exploités depuis de longues années ne suffiront bientôt plus pour faire face à la demande.
Un champ conventionnel décline en moyenne de 5 à 6% par an, que la demande elle augmente de 1 à 1,5% par an quand il n'y a pas de période de crise. Et donc, ça vous fait, si vous voulez, dans 10 ans de maintenant, il faudrait produire 50 millions de barils jour qui ne sont pas développés aujourd'hui. Ils ne sont pas développés. Et 50 millions de barils jour, c'est 5 fois la production de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ou 5 fois la production de la Russie aujourd'hui. Donc vous voyez les efforts pour dans 10 ans, il faut investir dans 5 fois la capacité de production de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. C'est énorme, c'est gigantesque. La Terre, elle est finie, donc elle a une dimension finie, donc automatiquement la quantité de ressources est finie et elle n'est pas renouvelable. Hein, ce n'est pas une ressource renouvelable, ce n'est pas une ressource recyclable comme l'uranium. Au fur et à mesure où on la consomme, on la détruit. À un moment donné, on ne pourra plus augmenter les capacités de production. Et là, on ne peut pas aller contre ce fait. Ce discours alarmiste est d'actualité depuis près de 50 ans. Déjà en 1973, on prédisait la fin du pétrole dans moins de 30 ans. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous produisons et consommons toujours plus de pétrole. Alors, qu'en est-il vraiment? Quel est l'état réel des réserves de la planète? Difficile de répondre précisément à cette question cruciale. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité totale de pétrole qui existe dans le monde, mais celui auquel on peut accéder, ce que l'on appelle les réserves de pétrole. Mais derrière ce terme se cachent en fait plusieurs définitions bien différentes. Alors dans les réserves, il y a plusieurs catégories. Il y a les réserves prouvées, il y a les réserves prouvées plus probables, et il y a les réserves prouvées plus probables plus possibles. Alors la différence, elle est, je dirais, à la fois simple et compliquée. Les compagnies internationales qui sont listées à New York, à la bourse de New York, doivent obligatoirement reporter à la Stock Exchange Commission leurs réserves 1P, leurs réserves prouvées. On les appelle 1P parce que ce sont des réserves que les compagnies estiment avoir la probabilité de produire à 9 chances sur 10. 9 chances sur 10 de produire ce chiffre. Donc c'est un chiffre extrêmement conservateur. Il est utilisé pour assurer, je dirais, l'actionnaire sur la stabilité de sa compagnie, sur la richesse de sa compagnie. La définition des réserves de P, prouvées plus probables, est plus large. Ce sont les réserves que la compagnie a 1 chance sur 2 de produire. Quant aux prouvées, plus probables, plus possibles, elles englobent les quantités de pétrole qui pourraient être produites si de nouvelles technologies apparaissaient. Les compagnies internationales émettent donc des déclarations plus conservatrices en donnant les chiffres de réserve 1P, tandis que les États producteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes se montrent plus optimistes en déclarant des réserves 2P, voire 3P. Par conséquent, pour une même zone, les chiffres sont parfois sensiblement différents et ils varient en plus au fil du temps. Le journaliste Éric Laurent est l'auteur d'une enquête sur la face cachée du pétrole. Il a mis au jour les manœuvres qui ont permis aux pays producteurs de très largement gonfler les chiffres de leurs réserves. En 1986, des pays arabes de l'OPEP ont décidé d'augmenter le montant de leurs réserves. Ils ont décidé de monter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas découvert, d'augmenter le montant de leurs réserves de plus de 60%, c'est-à-dire c'était qui équivalait à 300 milliards de barils supplémentaires, sans qu'il y ait pour autant une nouvelle découverte majeure. Et tout ça pour des raisons de quotas, de répartition des quotas, pour pouvoir vendre davantage à l'étranger et aussi pour s'arroger, je dirais, un rôle géopolitique plus important auprès de ceux qui sont leurs clients occidentaux.
Ça voulait dire, au fond, implicitement, regardez un peu, avec les réserves que nous avons, nous sommes des acteurs incontournables. Bon. Eh bien, ces réserves de pétrole, qui sont quand même discutables, ces chiffres qui sont plus que contestables, ont été intégrés dans toutes les données officielles et tous les calculs. Et nous avons basé notre consommation et notre consommation au quotidien, je veux dire en tant qu'occidentaux, sur en effet ces données qui sont complètement fallacieuses. Ces réserves sont d'autant plus difficiles à estimer que la quantité de pétrole exploitable dépend également d'un autre facteur déterminant, le prix du baril. Depuis 40 ans, il n'a cessé d'augmenter. De 4 $, soit moins de 3 € en 1972, le baril s'est envolé à 145 $ en 2008. Aujourd'hui, il fluctue autour d'une moyenne d'environ 100 $. Et bien sûr, plus le pétrole est cher, plus il est rentable pour les entreprises. En fonction du prix de l'énergie, des choses qui n'étaient pas rentables de faire il y a 20 ans le deviennent maintenant, ou le seront dans 20 ou 30 ans. Donc la notion de réserve et de ressources, c'est quelque chose qui fluctue en fonction du contexte économique, plus que du contexte géologique finalement. D'une année sur l'autre, en fonction des crises, mais aussi du contexte géopolitique et des conflits, les réserves estimées peuvent donc très largement varier. Tenant compte de ces fluctuations, des données officielles sont pourtant publiées tous les ans. Elles reprennent les chiffres déclarés par les compagnies internationales et ceux des États producteurs. Selon les cartes réalisées par l'IFPEN, basées sur ces données, les plus grandes réserves déclarées de pétrole se trouvent aujourd'hui au Venezuela, avec 298 milliards de barils encore potentiellement accessibles. Ce pays d'Amérique latine devance l'Arabie saoudite, le Canada, l'Iran et l'Irak. Ces réserves, si importantes soient-elles, sont vouées à s'épuiser au fur et à mesure que nous les consommons. Pour les experts, nous allons connaître un pic pétrolier. C'est le moment où la production mondiale de pétrole plafonnera avant de commencer à décliner du fait de l'épuisement de ses ressources exploitables. Les méthodes de prévision de ce pic s'inspirent des travaux de Marion King-Huber. Ce géologue a mis au point une méthode qui lui a permis de prédire en 1956 avec succès que le pic américain serait atteint en 1970. Selon sa théorie, l'exploitation des ressources pétrolières suit une courbe en cloche. Le sommet de cette courbe correspond au moment où les capacités mondiales de production atteignent leur maximum avant de décliner. C'est alors la déplétion. La contrainte, ce n'est pas la ressource, c'est la vitesse à laquelle on peut les sortir de terre. Et c'est là que le système est en train de saturer. Hein, on est aujourd'hui à 87 millions de barils jour et on va plafonner, je dirais, à peu près à 100 millions de barils jour, plus ou moins 5, vers 2020, plus ou moins 5 ans. Et ce plafonnement n'est pas une question de ressources, n'est pas une question de réserve, ce n'est pas une question de la taille de la baignoire, c'est une question de la taille du robinet. On ne pourra pas produire plus. Pour produire plus, il faudrait investir des sommes qui correspondraient à des prix du pétrole beaucoup plus élevés. Et là, l'économie mondiale ne peut pas l'encaisser. Donc c'est un scénario impossible. Le scénario d'un brut à 200 ou 300 $ le baril en doral d'aujourd'hui est un scénario qui n'a pas de réalité parce que l'économie mondiale ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Pour tous les experts,
La question n'est pas de savoir si on connaîtra ou non le pic pétrolier, mais bien de savoir quand. Entre les pessimistes et les optimistes, la date fait débat. Mais tout le monde s'accorde à dire que le XXIe siècle sera celui du pic pétrolier. On sait qu'au cours du XXIe siècle, la production d'hydrocarbures liquides fossiles va diminuer. C'est une certitude. Il n'y a aucune incertitude sur ce diagnostic-là. Donc il y aura forcément un déclin, d'abord un pic ou un plateau de production au niveau mondial. La question c'est de savoir quand. Et ensuite un déclin lent au début et puis de plus en plus rapide. Donc il y aura une fin du pétrole. Le pic pétrolier, il est déjà atteint et dépassé depuis longtemps pour certaines régions du monde, comme l'Europe, par exemple. On est très largement au-delà du pic pétrolier. Le pétrole, à court terme au sens géologique du terme, court terme c'est 50 ans, il va disparaître. Pourtant, malgré les chiffres avancés par les experts indépendants, personne ne semble s'affoler d'une telle perspective. Ni les compagnies pétrolières, ni les États producteurs ou consommateurs, ni les organismes internationaux. Nous sommes face, je pense, à un problème qui demande, je dirais, un courage politique qui, pour l'instant, ne s'est quasiment pas manifesté, nulle part dans le monde. Dans la configuration d'un marché pétrolier structurellement tendu, dans lequel la demande potentielle n'est pas satisfaite, on peut avoir une explosion, littéralement, du prix du pétrole, très supérieure à 100, 150, voire 200 $ et plus. Et il faut bien se rendre compte du potentiel déstabilisateur, non seulement macroéconomique, mais également politique que cela peut représenter. Et il faut reconnaître que pour l'instant, personne n'a poussé le raisonnement jusqu'à son terme des possibles répercussions d'un marché pétrolier mondial qui serait structurellement tendu. Une perspective que les économistes et les marchés ne souhaitent pas envisager. Pour l'heure, autour du pic pétrolier, la loi du silence demeure. Les multinationales et les gouvernements du monde entier préfèrent placer leurs espoirs dans le progrès technique. Depuis plusieurs années, de nouveaux gisements font d'ailleurs l'objet de toutes les attentions. Des gisements autrefois trop complexes et trop chers à exploiter, mais qui deviennent aujourd'hui de plus en plus rentables. C'est ce que l'on appelle les pétroles non conventionnels. Depuis plus de 10 ans, les compagnies puisent le pétrole en haute mer, à des profondeurs de plus en plus importantes. Nous sommes entrés dans l'ère de l'offshore ultra profond. Ici, on extrait le pétrole à plus de 2500 mètres sous la mer. Des forages de l'extrême, des tubes capables de résister à d'énormes pressions, des exploitations complexes sur des plateformes gigantesques, un défi technologique hors norme et des coûts exorbitants. Pour un seul objectif, produire toujours plus de barils et combler la pénurie de pétrole conventionnel. Aujourd'hui, ces pétroles de l'extrême sont devenus rentables pour les compagnies car elles revendent le baril à des prix très élevés. Mais les forages en eau très profonde ne sont pas sans poser de problème. La gigantesque marée noire, provoquée par l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon en 2010, a montré les risques de pollution majeurs quand un incident survient. Aujourd'hui, on va faire des puits, par exemple, dans le golfe du Mexique, à 10 000 mètres de profondeur, par 1500 à 2000 mètres d'eau. On va vraiment chercher une tête d'épingle dans une meule de foin. Pour récupérer les dernières gouttes d'or noir, les compagnies pétrolières vont puiser au plus profond, mais aussi aux limites de notre planète.
le Grand Nord. Nous sommes juste au-dessus du cercle polaire. Un continent entièrement recouvert de glace une grande partie de l'année. Ces terres, inhospitalières, sont longtemps restées à l'écart de toute forme d'exploitation humaine. Mais aujourd'hui, l'Arctique est en train de devenir accessible. Avec le changement climatique, la banquise recule chaque année un peu plus. Et l'Arctique pourrait devenir le dernier Eldorado du pétrole. Sous le sol gelé, les réserves sont estimées à 84 milliards de barils, soit 5% des réserves mondiales. Pourtant, les conditions extrêmes d'exploration et les dangers rendent l'industrie pétrolière frileuse. Le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle d'aller faire des explorations difficiles qui sont quand même dangereuses avec des plateformes de forage, des plateformes de production qui doivent résister à ces températures de moins 50 degrés, de blizzards invraisemblables à plus de 100 km/h. Vous savez que les gens ne peuvent pas travailler en général plus d'1 minute à 1 minute et demie en continu parce qu'ils peuvent vite être gelés. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est le transport des fluides, du pétrole en particulier, sur des bateaux ou à terre, par moins 50 degrés, avec un pétrole qui va figer, qui va être insolide, qui ne va pas pouvoir être mobile dans les tuyaux. Donc il faut aussi absolument calfeutrer, réchauffer, chauffer ces tuyaux. Donc encore une perte d'énergie importante. Donc les coûts sont assez prohibitifs, je pense. Les risques sont trop importants, pour les hommes, mais aussi pour l'environnement. Aujourd'hui, on n'aurait pas, en plus, je pense, les technologies nécessaires en cas de problème de pollution majeure de la banquise, par exemple, avec du pétrole. Ça serait un peu difficile de nettoyer, même des pollutions minimes. Mais toutes les compagnies pétrolières ne semblent pas aussi réticentes, puisque plusieurs d'entre elles se sont lancées dans une course sans limite pour l'exploitation de l'Arctique. Une bataille pour le contrôle de cette ressource est même envisagée au plus haut niveau. On a déjà envisagé au niveau de l'OTAN, tout simplement, le secrétaire général de l'OTAN a dit très clairement que les planificateurs de l'OTAN ne souhaitent pas une guerre pour l'Arctique, mais qu'ils se préparent pour ce type de scénario. Car l'Arctique, qui s'étend sur plus de 14 millions de kilomètres carrés, est bordé par le Canada, les États-Unis, la Norvège, le Groenland et la Russie. Or, plusieurs de ces pays revendiquent la propriété du sous-sol, alors qu'aucune règle de droit international n'encadre pour l'instant l'exploitation des ressources. Mais plus proche de nous, bien plus près de la surface que les pétroles ultra-profonds et moins extrêmes que les pétroles de l'Arctique, il existe aussi d'autres types de pétroles non conventionnels. Des pétroles plus lourds, beaucoup plus difficiles à extraire, mais qui font malgré tout rêver les compagnies pétrolières. Nous sommes au Canada, dans la province de l'Alberta. Ici, des compagnies exploitent un vaste gisement d'un nouveau genre, ce que l'on appelle les sables bitumineux. Ce sont des pétroles très lourds, très visqueux, prisonniers dans des réservoirs de terre glaise ou de calcaire. Ils sont très proches de la surface, 300 ou 400 mètres de profondeur maximum. Certains gisements affleurent même à 20 mètres de la surface. Mais ces pétroles sont difficiles à extraire. Car à de si faibles profondeurs, la pression est quasiment inexistante. Pour récupérer ces huiles épaisses, les pétroliers doivent donc injecter des quantités astronomiques de vapeur d'eau dans le sous-sol. De l'eau puisée dans les lacs alentours et qui, une fois récupérée, se trouve considérablement polluée par les hydrocarbures. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau ici. Je pense qu'il y a deux types de poisons mortels dans cette eau.
qui sont responsables de cancers. On a perdu tellement de gens dans notre ville ces dernières années. Malgré l'impact néfaste sur l'environnement et l'opposition massive de nombreuses associations internationales, les sables bitumineux représentent aujourd'hui un nouvel Eldorado de l'or noir. Leur exploitation est en pleine expansion et au Canada comme au Venezuela, les réserves sont estimées à plusieurs centaines de milliards de barils. Ailleurs, un autre pétrole non conventionnel fait aussi l'objet de toutes les attentions. Nous sommes à seulement quelques kilomètres de Paris. Entre ses exploitations agricoles, la compagnie Vermillon extrait de toutes petites quantités de ce que l'on appelle le pétrole de schiste. Il s'agit en fait d'hydrocarbures profondément enfermés dans la roche-mère. Du pétrole, mais aussi du gaz, qui n'ont pas eu le temps d'achever totalement leur transformation géologique, ni de remonter dans la roche réservoir. Le pétrole de schiste provient de cette zone géologique, la roche-mère, qui est une roche très compacte, très peu perméable. Donc c'est difficile d'en extraire un liquide ou un gaz. Dans ce cas-ci, c'est du pétrole, donc un liquide. Donc d'où la nécessité d'utiliser la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique est la technique qui permet d'atteindre le gaz et le pétrole de schiste en fracturant la roche. C'est l'injection d'eau avec du sable composé de manière industrielle et des additifs. Donc ce liquide ou ce mélange est injecté sous haute pression pour faire fissurer la roche et que l'eau avec le sable puisse circuler à travers ces fissures. Et lorsque nous cessons toute pression, la roche se referme sur ces grains de sable qui permet l'acheminement, le passage du pétrole à travers ces fissures vers le puits. Mais en France, cette méthode est interdite depuis juillet 2011. Les parlementaires ont jugé cette technique trop dommageable pour l'environnement. L'injection de solvants dans le sous-sol pourrait en effet polluer durablement les nappes phréatiques. La société Vermillon avait réalisé cette fracturation hydraulique quelques mois avant la loi d'interdiction. Elle a donc conservé le droit de pomper le pétrole issu de ce gisement. Il est toujours permis de produire ce pétrole avec un équipement classique de pompage sans aucune intervention d'optimisation. Donc vous pouvez voir, on a produit 25 barils au tout début. Aujourd'hui, on produit encore 1 baril. C'est peu. Par contre, ça démontre qu'il y a un peu de pétrole de schiste. La grande question, est-ce qu'il y en a de manière économique? Ça nécessite de nombreuses années d'études et d'évaluation. Une preuve que la France détient dans son sous-sol des ressources de pétrole de schiste. Mais en quelle quantité? Selon des évaluations américaines, nous pourrions disposer de vastes réserves de cette précieuse huile. Mais il est aujourd'hui impossible de savoir précisément combien, puisque les forages d'exploration pour le pétrole et le gaz de schiste nécessaires à ce calcul sont interdits depuis la loi de 2011. Outre-Atlantique, en revanche, aucune loi n'interdit la fracturation hydraulique. Et le miracle du pétrole de schiste est déjà en marche. Dans l'État du Dakota du Nord, les derricks poussent à une vitesse démesurée. Les ouvriers se bousculent pour venir travailler et participer à cette révolution. Aujourd'hui, seulement 5 ans après le début du boom, l'État produit 800 000 barils chaque jour. Au prix parfois de saccages environnementaux,
cette ruée vers le pétrole de schiste a propulsé les États-Unis au 3e rang des plus grands producteurs mondiaux, derrière l'Arabie Saoudite et la Russie. Il y a une véritable révolution énergétique aux États-Unis. D'une part sur le gaz de schiste, le gaz naturel, et puis d'autre part sur le pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis sont pratiquement indépendants en matière de gaz. Même si l'ampleur et la durée de ce phénomène font débat, il devrait changer la carte des échanges commerciaux en rendant l'Amérique du Nord moins dépendante du pétrole moyen-oriental. À partir du moment où les États-Unis n'importent plus de gaz, ils sont beaucoup moins dépendants des pays producteurs, notamment des pays du Moyen-Orient. Si demain ils n'importent plus de pétrole, et on voit ça à l'horizon 2025, ça change beaucoup les équilibres géopolitiques du monde. C'est un peu tôt pour en parler, mais n'empêche que ça va vraiment changer les choses. Un nouvel équilibre que nul n'avait pu prédire et qui pourrait encore changer si d'autres pays se mettaient à leur tour à extraire le pétrole de schiste. S'il n'est pour l'instant exploité industriellement qu'en Amérique du Nord, plusieurs États pourraient être assis sur d'importantes réserves. Au total, il y aurait dans le sous-sol de notre planète 346 milliards de barils de pétrole de schiste. Surtout concentrés en Russie, aux États-Unis, mais aussi en Chine ou en Argentine. Mais cet engouement est loin d'être partagé par tous. Beaucoup voient en effet dans le gaz et le pétrole de schiste la dernière limite à ne pas franchir. Si on accepte le gaz de schiste chez nous, ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout. On va tout détruire. Tout. Parce que si on l'accepte chez nous, on accepte évidemment de détruire Alaska, de détruire l'Antarctique, l'Arctique, les forêts amazoniennes. Si on accepte ça, c'est définitivement foutu. Les limites seront-elles environnementales? Jusqu'où abîmerons-nous notre planète pour satisfaire nos besoins? Toute la période qui s'annonce jusqu'à la fin du siècle, c'est une période qui va être de plus en plus high-tech, avec de plus en plus de contraintes d'environnement, de problèmes d'attentes sociétales, enfin de choses absolument passionnantes à résoudre, et qui sera le cœur de l'économie de tout le XXIe siècle. L'électricité et le pétrole, c'est les deux cœurs de l'économie du XXIe siècle. Le déclin des grands gisements conventionnels, faciles d'accès, est déjà amorcé. Et même si ces nouvelles formes de pétrole pourraient repousser la date de la pénurie, nul ne sait si cela suffira à endiguer le déclin et surtout, quel sera le prix environnemental à payer. Je crois qu'on ira très loin, que ça ne sera pas un choix, ça sera vraiment contraint et forcé qu'on le fera. Et on utilisera, c'est ça le drame, c'est qu'on utilisera toutes les sources possibles de substituts au pétrole, c'est-à-dire les pétroles non conventionnels. Donc j'ai très peur d'une prédation accentuée de la planète. Mais viendra aussi le moment où les stocks des pétroles non conventionnels diminueront. Alors un jour, l'or noir finira forcément par manquer. L'énergie du futur s'annonce donc de plus en plus chère et chacun d'entre nous doit s'y préparer. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura une contrainte de, je dirais, de frugalité. C'est-à-dire que dans notre budget, l'énergie qui était presque négligeable, 5-10% du budget des individus, prendra une part importante. 20% peut-être 30%, sous toutes ses formes, directes et indirectes. Et ça, ce sera une contrainte. Au siècle dernier, la contrainte, c'était l'alimentation. Les 3/4 des revenus des gens passaient à se nourrir, à survivre. On l'a oublié. Bien nous, si on veut garder un mode de vie pas trop différent de celui qu'on a aujourd'hui, il faudra qu'on accepte que l'énergie prenne une part plus importante de nos revenus.
Une énergie tellement précieuse qu'elle sera disputée par les différentes puissances. Entre les pays producteurs, toujours plus gourmands, et les pays consommateurs de plus en plus dépendants. Entre ceux qui pourront payer une ressource chère et ceux qui n'en auront pas les moyens. Les divisions vont continuer à s'accentuer. Les tensions générées par le pétrole nous conduiront-elles vers d'autres conflits? Il y a déjà eu des guerres des ressources et des guerres du pétrole dans le passé. On ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas dans l'avenir. Parce qu'il est aujourd'hui impossible de concevoir un monde sans pétrole, personne, même au plus haut niveau, ne veut se risquer à l'envisager. Alors nous allons puiser le pétrole jusqu'à sa dernière goutte. Une société sans pétrole aujourd'hui est inimaginable. Et pourtant, nous y serons conduits un jour ou l'autre. Face à la pénurie qui nous menace, les spécialistes sont unanimes. Nous devons dès maintenant amorcer la transition énergétique et réfléchir aux solutions pour remplacer l'or noir. Le monde a intérêt à diversifier ses approvisionnements énergétiques et donc à s'organiser dès aujourd'hui, sans attendre la date du picole que personne ne connaît. Évidemment, lorsqu'on sera là, ce sera déjà trop tard. Nous commencer dès aujourd'hui à organiser le déclin délibéré du pétrole. Déclin voulant dire plus exactement la montée en puissance d'autres sources d'énergie, d'autres énergies fossiles, gaz et charbon, et des énergies également renouvelables, et dans certains cas l'énergie nucléaire. Cela dépend évidemment ensuite des choix nationaux de pays qui ont chacun leur souveraineté nationale. Donc à la question faudra-t-il consommer moins, la réponse est oui, avec certitude oui. La question est-ce que l'on pourra consommer mieux, puisque consommer moins ce n'est pas forcément synonyme de contrainte en tant que telle. Je peux consommer un volume d'énergie inférieur, si je l'utilise avec une efficacité supérieure, je peux gagner en qualité du service énergétique rendu. Et c'est là-dessus en fait que se joue tout finalement, tout l'avenir, non seulement de l'équilibre du marché, mais également de la stabilité des systèmes macroéconomiques. Comme le disait un ancien ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, le cheikh Yamani, l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre. L'âge de pierre s'est terminé parce que les hommes ont trouvé d'autres moyens de se doter d'outils dont ils avaient besoin pour certains usages, par exemple les métaux. On peut faire une comparaison dans une certaine mesure avec le pétrole par rapport à d'autres énergies. La fin du pétrole, dans un lointain avenir, cela ne voudra pas forcément dire qu'il n'y aura plus de pétrole dans notre sous-sol, sous la terre. Cela peut vouloir dire aussi que d'autres énergies et d'autres technologies énergétiques auront permis de remplacer le pétrole. À l'aube du 3e millénaire, notre société se trouve face à l'un des plus grands défis de son histoire. Dans le monde entier, les hommes vont devoir réapprendre à vivre sans pétrole.